Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Félix Radu, auteur, comédien et artiste aux multiples facettes. Un véritable explorateur de la créativité, mais son parcours n'a pas toujours été aussi clair. J'étais convaincu qu'on pouvait pas m'aimer si on s'approchait de moi, parce que je dis trop de conneries à la minute, j'ai un cerveau qui est complètement décalé. Un trop-plein qui, avec le temps, est devenu une véritable force, une qualité. Félix nous invite à découvrir notre feu intérieur et à trouver ce qui nous passionne vraiment. Si quelqu'un a pas l'impression d'avoir été passionné par quelque chose, c'est pas que c'est pas quelqu'un de passionné, parce qu'on est tous passionnés, c'est juste que t'as pas encore trouvé le truc qui te bouleverse, et c'est tant mieux, parce que t'as tout à découvrir. Mais pour ça, faut être ouvert à la rencontre, quoi. Oser l'inconnu, prendre du recul et ne pas se prendre trop au sérieux. Ma vie professionnelle n'est jalonnée que de grands rendez-vous où j'ai été le grand naïf. Avec Félix, on explore des sujets variés. La société, la créativité, le flow et l'amour personnel. Pour lui, l'amour de soi n'est pas un état constant, mais un travail continu d'acceptation de soi. Je pense qu'on est obligé de cohabiter avec soi-même, et en un sens, s'aimer, ça veut pas forcément dire s'aimer tout le temps. On peut s'aimer et avoir des moments où t'es pas d'accord avec toi-même, où tu te déçois, où t'es en colère, enfin. L'amour de soi, c'est quelque chose de diffus. On aborde aussi l'amour avec un grand A, quand oser passe avant tout par le cœur. Mon osé personnel, c'est d'avoir embrassé la femme que j'aime, quoi. Je pense que c'est le plus grand vertige auquel j'ai été confronté. Sensible, touchant, drôle, Félix incarne cette énergie de petit prince qui nous inspire à être nous-mêmes et à embrasser nos singularités. Cet épisode est une bouffée d'air frais pour nous encourager à oser être authentique, ouvert et passionné. Merci au M Social Opéra Paris de nous avoir accueillis dans leur sublime hôtel et n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Cela aide grandement ce podcast à évoluer. Et sur l'Instagram Osé by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Félix. Salut. Comment tu te sens? Bah écoute, je me sens bien, détendu, très heureux d'être là, dans cette magnifique chambre d'hôtel. Tout à fait, au M Social à Paris, un hôtel que j'adore. Moi, quand je te vois, j'ai envie de tomber amoureux. D'accord, et tu me dis ça dans une chambre d'hôtel. L'ambiance change. Non, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on peut te connaître. Et en fait, je t'ai envoyé même un message sur Instagram il y a quelques jours. J'ai écouté Je voudrais être amoureux, c'est ça? Je voudrais tomber amoureux. Je voudrais tomber amoureux, ouais, ça a son importance. Le tomber. Oui, la chute est importante souvent en amour, oui, c'est sûr. Le rattrapage aussi un petit peu. Et c'est vrai que j'ai fondu en larmes. J'arrivais au taf à France 2, mais j'ai fondu en larmes. Je voudrais tomber amoureux. Je voudrais que quelqu'un rentre dans ma vie et la renverse de part en part. Qu'elle fasse trembler les meubles, voler les assiettes, que les draps se tordent et se tendent comme des voiliers en pleine tempête. Et je me suis dit, mais à quel point, en fait, ça me manquait, à quel point ta chanson me faisait vivre tout ce que je veux vivre, tu vois. Ah oui, mais je pense qu'on est plein, même peut-être tous, à vouloir le vivre, même ceux qui se considèrent pas comme romantiques. L'élan de la vie, il est un peu de chercher l'amour, quoi. Autant d'être aimé que de pouvoir aimer en retour. Et c'était important pour moi de mettre des mots sur cet idéal qu'on porte tous un peu dans le cœur, comme un drapeau sur le bateau, tu vois. Je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de le sortir de moi. Puis derrière, ça m'a permis de rencontrer quelqu'un et de me rendre compte qu'au final, l'amour qu'on traverse dans le vrai monde, dans la vraie vie, il ressemble pas tout à fait à l'idéal. Il fait même parfois mentir certaines phrases, mais il est tout aussi beau. Et souvent, l'amour avec un grand A qu'on espère, bah, c'est l'amour avec un petit A dont il faut prendre soin, quoi. Oh, ouais. Je m'auto-trahis en disant finalement ce que j'ai écrit, c'est pas exactement ça l'amour. C'est parce que tu vis justement dans ta vie de couple? Bah, en fait, c'est ça qui est sublime, c'est que c'est pas ça et en même temps c'est ça, quoi. C'est pas ça parce que la vie n'est pas la littérature et je pense pas qu'il faille absolument rechercher la littérature dans la vie, mais par contre, c'est important de pas abandonner ses idéaux. C'est pas parce que ça existe pas qu'il faut pas le faire exister. Et dans cet amour qui est quotidien, où la vie quotidienne a son importance et sa place, faire surgir des moments de poésie, des moments de tendresse, bah, c'est ça tout le travail du romantique que je suis et que nous sommes. Mais justement, il y a une phrase que tu as pu dire, je ne suis pas ce que les gens pensent que je suis. Qu'est-ce que les gens pensent que tu es? Et du coup, c'est trop drôle parce qu'on a vraiment eu la conversation en venant, quoi. Waouh. C'est parce que wow. Je savais qu'il y avait des pièges dans l'interview. Non, c'est parce que je pense que les êtres humains sont multiples, ils sont pluriels et on donne à voir qu'un certain aspect de nous-mêmes et
Et oui, je pense pas que je sois totalement ce que les gens peuvent percevoir de moi. D'abord parce qu'ils reçoivent essentiellement de la littérature et de l'art de ma part. Et que ces récits-là, ce sont des récits qui sont à moitié construits parce que chacun vient y placer sa sensibilité dedans, quoi. Chacun reçoit un texte selon son parcours et sa vie personnelle. Ça fait que, par exemple, j'ai écrit des textes où je parlais d'un chagrin amoureux et certaines personnes l'ont reçu comme l'absence d'un père ou la mort d'un proche, alors que c'était pas ce que je voulais raconter. Donc, les gens perçoivent de moi une sorte de chose qui est pas tout à fait l'être humain que je suis. Et parfois, en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé de courir après ce fantasme de moi-même, d'être la personne fantasmée que je voulais renvoyer. Et c'est trop dur. C'est trop dur d'être parfait, quoi. C'est trop dur de vouloir être sur toutes les bases et gentil tout le temps et inspiré tout le temps et inspirant tout le temps. Et le jour où on se dit je suis un être humain, j'ai mes coups de blues et mes fatigues et mes défauts et l'important c'est juste d'en être conscient et de donner le meilleur de soi-même. Et c'est par ça que j'ai conclu une des dernières chroniques que j'ai fait. Je disais l'important c'est pas d'être le meilleur, c'est de donner le meilleur de soi. Et la différence sonne si discrète et pourtant est si importante. Comment tu te définis aujourd'hui ? Je t'invite à une soirée et tu connais personne et du coup je dis il y a Félix qui est là et puis mes potes te disent tiens salut Félix, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi t'es là, c'est quoi que tu œuvres, qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui à ça ? Je réponds je suis le pote de Nico. En plus c'est vrai que genre je sais plus trop comment me présenter et présenter ce que je fais, donc souvent j'élide la question, je t'avoue, dans ma vie personnelle. C'est pas une honte mais juste j'ai l'impression que ce que je fais et ce que j'ai envie de faire est tellement compliqué à transmettre que souvent j'élide quand j'ai pas l'occasion de vraiment rentrer en profondeur. On me dit qu'est-ce que tu fais, je fais j'écris des trucs. Et en vérité c'est ça la vérité, c'est que j'écris des trucs. Après si on a le temps et qu'on boit un café, qu'on est dans le silence et tout, bien sûr, je rentre dans le détail. En fait, j'aimerais bien faire ça et pouvoir écrire ça et monter ce projet-là. Mais quand c'est pas le lieu de juste prendre le micro et jouer le rôle principal, je dis salut, j'écris des trucs, ça va et toi, tu fais quoi ? Et souvent, je suis plus intéressé par ce que les autres font en retour. Ouais. J'ai l'impression que tu as une grande empathie. C'est quelque chose qui m'avait marqué parce qu'on s'était rencontrés à une soirée avec Greg de Major Mouvement. C'est là qu'on s'était croisés. Et j'étais avec une amie, Mélanie, qui avait des... Enfin, je suis désolé, Mélanie, elle sait des fois que je parle d'elle, mais bon... Mélanie se fait afficher en pâture. Qui avait des histoires de cœur, on va dire comme ça, et je me souviens que tu avais une empathie justement pour l'émotionnel qu'on peut ressentir là-dedans. C'est comme si, à la fois, tu captes l'émotion des autres et en même temps, tu es quelqu'un qui retranscrit les émotions. Oh, bon, c'est gentil, c'est gentil. Moi, je pense que je suis quelqu'un de je pense que je suis très timide de nature et que je fais un travail qui demande à être l'inverse. Et j'arrive à le faire plus ou moins, en tout cas, ça m'amuse dans une certaine période de durée. Et quand je vais dans des soirées où il y a beaucoup de monde, je repère très vite les gens qui peuvent être aussi timides que moi ou qui peuvent être un peu plus en décalage avec cette énergie de foule. Et je me rappelle qu'effectivement, je vous ai rencontrés tous les deux et que, je sais pas, j'ai été pris d'empathie, d'affection, de tendresse pour Mélanie du coup, qui avait l'air d'être là évidemment, mais je sais pas, tu ressens de toute façon les gens quand ils ont une aura un peu qui porte un petit truc sur eux quoi, sur leurs épaules, et on s'est posé au calme. Je suis bien plus à l'aise quand la musique elle est pas trop forte et qu'on peut discuter, et juste de parler avec elle et d'échanger, ça me faisait plaisir qu'elle arrive à mettre des mots sur ce qu'elle pouvait ressentir, sur son intimité, et de prendre soin de ça. Je trouve que c'est un peu rare dans la vie quotidienne d'avoir des gens qui écoutent vraiment et où on peut vraiment parler de choses qui nous pèsent et que ce soit véritablement entendu. Enfin, souvent on dit ça va, ok cool. Enfin, et t'espères pas trop que la personne réponde non. Et moi, au contraire, j'adore ça, juste quand on a le temps, dire comment ça va, et puis tu creuses quoi, et d'humain à humain on s'entend et on prend un moment pour... J'étais très heureux de la rencontrer, et pour le coup, je suis rentré chez moi et j'avais la sensation de l'avoir vraiment rencontrée. Il y a plein d'autres gens que j'ai rencontrés très brièvement, on a fait 2-3 vannes, 2-3 traits d'esprit, c'est cool, ce sont des gens que je prendrais plaisir à revoir, mais si je vois Mélanie, en fait, je pense qu'on a partagé un véritable moment, quoi. T'avais cette profondeur avant ? Enfin, quand t'étais petit ? Quelqu'un de très profond.
Non, mais c'est quelque chose qui est un peu genre, t'as toujours eu le sentiment d'avoir justement je sais pas, un bouleversement émotionnel en toi. Oui. Enfin, je sais pas si je peux dire ça d'ailleurs, mais Oui, un bouleversement. J'ai des cumulonimbus dans le cœur. Non, non, parce que j'ai pas envie de m'attribuer des qualités que j'avais pas enfant, parce que j'étais vraiment un enfant plutôt bizarre, assez maladroit, assez atypique. Je me rends compte aujourd'hui, quand je revois des vidéos de moi gamin et tout, que vraiment, j'étais à côté de la plaque sur plein de sujets. Mais je pense que c'est le fait justement de rater la vie petit qui m'a fait prendre beaucoup de murs, tant situationnels que humains, et beaucoup de solitude, et ça m'a permis de m'interroger et de vraiment savoir ce que ça fait que d'être tout seul et de pas se sentir compris et de pas savoir comment mettre des mots. Et en grandissant, quand tu arrives à pallier à ce manque et que tu rencontres d'autres gens qui sont en galère comme toi, bah tu as d'autant plus d'affection et d'envie de prêter main forte et de dire allez viens on y va tous les deux. Et moi je suis jamais aussi à l'aise que quand je vois plein de timides autour, parce qu'en fait ça me pousse à allez venez on va rigoler. On est tous pareils, on ressent tous le même malaise. À partir de là, moi, ça me déstresse, quoi. Mais t'avais l'envie d'être dans la lumière ? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, quelque part, tu aurais pu même créer et peut-être même, je sais pas, écrire des livres et ne jamais montrer ta tête ou autre. Et aujourd'hui, t'es quand même dans la lumière, tu le fais bien, tu projettes ta voix, tu fais des chroniques radio, tu vas sortir un album, on connaît ta tête, là, t'es avec moi. Oui. Tu vois, donc il y a quelque chose où je me posais la question, est-ce que quelque part, cette timidité... Enfin, en fait, quand je te pose cette question, je parle de moi, hein. Le petit garçon rejeté, qui comprenait pas sa sexualité, qui comprenait pas qui il était, qui se sentait seul, qui avait pas ses parents près de lui, et qui à un moment donné s'est dit, je vais faire de la musique et je vais exister aux yeux des autres puisque les gens ne me voient pas. Et c'est un peu cette question que je te pose. Est-ce que toi, quelque part dans cette timidité du passé, t'as voulu prendre la lumière pour mieux te voir ? En fait, c'est une question que je me pose souvent et je suis pas certain que la timidité soit l'opposé de volonté d'être dans la lumière, ou du moins de faire des choses publiques. Parce que je suis quelqu'un de très timide dans la vie quotidienne, mais par contre, au théâtre, quand je suis sur scène ou sur un plateau, ou quand je fais de la musique, en fait, je ressens plus ma timidité parce que c'est un lieu où on peut la laisser sur le côté. C'est comme quand tu retires tes pompes avant de rentrer sur un tatami, quoi. J'ai l'impression justement que ça me déleste. Je suis plus au théâtre dans la vie et je suis beaucoup moins dans la fiction sur une scène, parce que c'est le lieu qui autorise la maladresse. Enfin, comment dire ? Au théâtre, tout est écrit, par exemple. Là, je parle de théâtre, mais enfin, dans l'art, de manière générale, tout est prévu. On connaît le texte à donner, on sait combien de temps va durer la musique. Et les gens qui viennent t'écouter, ils savent qu'ils veulent t'écouter, ils ont même payé une place pour ça, et tout est très défini. Et donc moi, ça me retire une anxiété sociale de me dire peut-être je parle trop, peut-être ce que je dis ça les intéresse pas, peut-être ils ont pas envie de l'entendre. Juste de savoir que les gens ils veulent m'écouter, et que le contrat tacite veut qu'à telle heure je m'arrête de parler, ça me décharge d'un poids, et ma timidité s'envole. Parce que je sais qu'en plus ce que je vais dire, j'ai mis des heures à l'écrire dans ma chambre. Donc je sais que ce que je vais dire, c'est exactement ce que je pense. Alors que dans la vie de tous les jours, mon Dieu, le nombre de fois où tu dis quelque chose et tu te rends compte 2 heures plus tard, putain, j'aurais pas dû dire ça, je regrette. C'était trop fort, j'aurais pas dû dire ça, j'ai été sous le coup de l'émotion, que ce soit positif ou négatif. Et je suis quelqu'un qui est très émotif, donc j'ai tendance à beaucoup... Je le déteste. Je le déteste pas, genre il m'a blessé une fois. Je l'adore pas, je suis trop... Et c'est pour ça que je me range beaucoup derrière l'écriture. Écrire pour moi c'est vraiment essentiel parce que ça me permet de mettre de la mesure dans ce que je ressens, et c'est l'individu que je voudrais être au quotidien. D'ailleurs quand j'étais petit il y avait pratiquement que cet individu là qui existait à l'école. Moi je fermais ma gueule, je m'en prenais plein la tronche. Je pense, de ce que je comprends un peu comme toi, j'étais très seul et j'existais sur les forums, sur Skyrock à l'époque, j'avais un blog et j'avais beaucoup d'amis qui étaient en ligne, et tous mes amis ne me connaissaient que par l'échange de mails. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, en fait, je suis un être humain qui peut être aimé que de loin. Et c'est la conviction profonde de mon enfance, c'est de me dire, en fait, je suis pas aimable quand on me connaît pour de vrai. Ça rejoint la question que tu m'as demandé au début, genre, est-ce qu'il y a une différence entre ce que les gens perçoivent ? J'étais convaincu que on pouvait pas m'aimer si on s'approchait de moi, parce que je dis trop de conneries à la minute, j'ai un cerveau qui est complètement décalé. Et écrire, ça me permet d'être une meilleure version de moi-même.
C'est Alfred de Musset qui dit le plus mauvais tireur de pistolet peut toucher la mouche s'il tire 784 coups à la minute, tout comme le meilleur qui en tire qu'une seule. Et moi, je suis du genre à faire mitraillette jusqu'à toucher la mouche dans ma chambre. Et une fois que j'ai touché la mouche, je ramène la mouche devant les autres. Et voilà. c'est ça mon travail, en fait. C'est de mitrailler dans ma chambre. Et du coup, t'écrivais beaucoup et tu lisais beaucoup. Toute ton enfance et adolescence, c'était un peu une forme de refuge aussi ? Ouais. Après, lire beaucoup, c'est toujours compliqué parce que moi, je revois ma grand-mère qui lisait des livres à l'appel. Elle en lisait un, elle en terminait, elle en redémarrait un. Ça, pour moi, c'est lire beaucoup. Je pense que j'ai lu, mais j'ai eu la chance de lire bien. J'ai lu des livres que j'ai compris. J'ai lu les bons livres qui me parlaient, qui ont répondu à des questions qui m'empêchaient de dormir. Et ça m'a bouleversé, en fait. J'ai lu les livres qui devaient me bouleverser. Et il y a trop de gens qui lisent des livres anecdotiques, en se disant, bon, franchement, j'accroche pas trop. Ah oui, cet auteur-là, c'est... Mais comment t'as eu dans la main des livres où ça allait te bouleverser, je pense, hein. Enfin, j'ai eu des livres qui me plaisaient pas, ou que tu lis parce que c'est le devoir de français, et tu trouves pas ça fou, la littérature. Et je sais pas, en fait, le hasard de la vie fait qu'un jour, tu prends un livre, et tu décroches pas, et tu comprends pas pourquoi t'as avalé 150 pages en 1 heure. Et quand tu fermes le bouquin, t'as l'impression que le temps, t'as besoin, comme après un chagrin d'amour, t'as besoin d'un petit moment d'accident de route. Là, qu'est-ce qui vient de se passer ? J'aurais voulu que ça s'arrête pas. Et ça change ta vision du monde. Et moi, ça a été Victor Hugo, puis ça a été Albert Camus, puis ça a été Rilke, ça a été Kundera. Et en fait, j'ai vraiment eu de la chance, c'est que le hasard m'a fait tomber sur Victor Hugo. J'ai réalisé que la littérature romantique me parlait, ça soignait quelque chose. Et j'ai embrayé sur ses potes, puis sur les gens du même courant. Et d'un coup, en fait, ma bibliothèque s'est agrandie. Donc, je sais pas si j'ai lu énormément. J'essaie de lire au maximum, mais j'ai lu les potes de cours de récré que j'ai pas eu, quoi. Mais quand tu sais qu'aujourd'hui, il y a un problème d'attention sur la lecture, notamment avec les écrans, etc. Bon, peut-être... T'as quel âge, là ? 29. 29, le bel âge. Oh, on a 10 ans d'écart. C'est vrai ? Putain, mais tu fais pas ton âge, mec. Mais j'ai 19. Le bâtard. Non, je veux dire... tu vois, là, j'ai dit le bâtard, par exemple. Par mail, je te l'aurais pas envoyé. Quoique... Ouais, du coup, je me suis paumé dans ma question. Ah, ouais, yes. tu sais, l'attention, en fait, tu vois, même si, potentiellement, à l'époque, t'avais peut-être pas un écran d'iPhone avec Instagram, etc., etc. Mais qu'est-ce qui fait que t'arrives à avoir cette attention ? C'est une passion, c'est inné, ou ça s'apprend ? Non, je pense pas que ça s'apprenne. Et je pense que c'est inné chez tout le monde, en vérité. Enfin, vraiment, je pense pas que ce soit un talent particulier d'une certaine caste de super-héros dans le monde. Et je suis pas trop du genre à tenir le discours de les enfants savent plus se concentrer aujourd'hui, les écrans nous ont tous... je suis pas trop dans cette pensée-là, parce que j'ai toujours grandi avec un trouble de l'attention. J'étais un élève très distrait, insupportable pour les professeurs qui m'ont enseigné. J'ai fait des heures de retenue comme je pense très peu de gens dans le monde. Et pourtant, ça peut m'arriver pendant des journées entières d'écrire sans voir l'heure, oublier de manger, oublier d'aller aux toilettes, tellement je suis focalisé sur ce qui me passionne. Et je pense que dès lors qu'en fait la passion est animée chez quelqu'un, tu comptes pas les heures. Et c'est la relativité du temps, elle est là en fait. Si tu te fais chier à faire un truc, tu vas compter chaque minute. Et tu vas espérer que ça se termine. Mais si t'es embarqué dans l'aventure, tu vas pas voir le temps passer. Et c'est pour ça, enfin, j'ai lu des livres qui me plaisaient pas, mais qui sont interminables alors qu'ils font 100 pages. J'ai lu des livres qui me passionnaient et ils en font 400, je les ai pas vus passer. Donc je pense pas qu'il faille absolument remettre la faute sur les enfants qui sont plus assez attentifs. Je pense qu'il faut d'abord remettre la faute sur comment est-ce qu'on leur vend les choses, comment est-ce qu'on leur apporte les choses. Et je suis sûr qu'avec un monsieur Keating en professeur, plein de passions peuvent s'allumer et les enfants vont se remettre à lire parce qu'ils vont avoir envie de le découvrir. Mais je remets pas la faute sur les professeurs parce que je sais à quel point... moi, j'ai des amis qui sont devenus profs aujourd'hui et qui m'ont dit, en fait, le système scolaire, il est tellement quadrillé, structuré et rigide qu'on est pieds et mains liés et on peut rien faire. Et ça me bouleverse. J'ai l'impression qu'on rate quelque chose, quoi, dans la transmission. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui a dit, si tu veux construire un bateau, ne dis pas aux gens, va chercher la voile, prends le bois. Non, il faut juste que tu leur communiques le désir de la mer. Et c'est tellement vrai, quoi.
le désir de la mer. Et je suis sûr que si on transmet aux gamins en disant franchement, regardez l'océan, là, comment c'est grand et comment on a envie d'aller faire l'aventure, les pirates, mais mec, ils vont construire des bateaux, t'as même pas idée. La preuve, c'est que TikTok, c'est un lieu qui a beaucoup été décrié en mode TikTok, la sous-culture, machin. Tu regardes, t'as des gamins, ils ont 12 ans, ils te font 3 vidéos par jour montées, structurées, chorégraphiées. T'es là, les gars, à votre âge, moi je joue aux Action Man. Hein. Donc je pense qu'on sous-évalue terriblement les enfants, ils n'ont jamais été aussi créatifs. D'ailleurs, pour moi, la créativité, c'est un rapport à la peur, à la douleur. Enfin, pour moi, tu racontes ce qui te blesse, ce qui te manque. Et quand tu vois le monde dans lequel on les fait grandir, la violence avec laquelle l'actualité se déroule, peu importe le pays, le fait qu'aujourd'hui, on soit tous connectés les uns les autres et qu'il suffit de faire une connerie pour que ce soit su et pas oublié par Internet, je pense que les enfants d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi créateurs et créatifs. Et j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les êtres humains qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc au contraire, moi je suis plutôt de l'équipe de dire franchement, les anciennes générations, vous devriez prendre exemple sur ces gamins qui ont plein de choses à raconter. Tu parlais du désir de la mer. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'arrive pas à trouver son fameux désir de la mer ? C'est compliqué comme question parce que c'est un peu comme conseiller une pointure sans connaître le pied de... Moi, j'aurais envie de dire qu'il faut être curieux. Et c'est en étant curieux qu'on finit par découvrir le truc où on n'a pas vu leur passé. Je pense que c'est en proposant, en tant que parent, moi, je pense que j'essaierais avec mon gamin de lui proposer plein de choses, même des choses qui me plaisent pas, d'aller manger partout, dans plein de restaurants, de lui faire essayer des ateliers, plein de sports différents, juste pour qu'il ait le goût de tester, tenter. Et je suis sûr qu'un jour, il va revenir à la maison en disant « j'ai adoré, je vais y retourner. » Et let's go, fonce mon feu. Donc... si quelqu'un n'a pas l'impression d'avoir été passionné par quelque chose, c'est pas que c'est pas quelqu'un de passionné, parce qu'on est tous passionnés, c'est juste que t'as pas encore trouvé le truc qui te bouleverse, et c'est tant mieux, parce que t'as tout à découvrir. Mais pour ça, faut être ouvert à la rencontre, quoi. Il faut garder cet appel de la curiosité, d'aller faire ça, des choses qui sortent de l'ordinaire. Si tu restes dans ton quotidien, avec ton taf qui te plaît pas tant que ça, mais qui te ramène ton argent, et puis t'as plus le temps vraiment de faire un truc à côté, effectivement, je pense que tu passes à côté de la grande aventure. Faut s'autoriser à bouffer le monde un peu. C'était une évidence pour toi à un moment donné que tu allais faire des chroniques qui allaient cartonner? Non, mec. C'est pour toi la magie de, je sais pas, des rencontres ou des opportunités qui t'ont amené là? Parce qu'à la base, tu faisais du théâtre avant ça? Enfin, je fais un gap entre l'enfance, la créativité et puis la timidité. Enfin, à un moment donné, tu t'es dirigé vers le théâtre? Si je ne fais pas d'erreur. C'est ça, oui. Moi, j'ai toujours écrit. J'ai pas de souvenir de quand j'écrivais pas. J'ai toujours écrit dans mon temps libre des petits poèmes vraiment pas bien, mais je me rappelle enfant, j'avais mon petit blog où je faisais mes poèmes et j'avais mes amis, comme je te disais, avec qui on échangeait. Et j'ai beaucoup été valorisé d'ailleurs par ces amis imaginaires. Je pense que la moitié n'existait pas. Hein. Je pense que c'était pour la plupart des scams en plus. Mais j'avais ce quotidien d'écriture et je me suis très vite défini comme un auteur en herbe, mais vraiment sans prétention, et je me voyais pas faire autre chose. Et je me suis jamais posé la question d'ailleurs. Je sais qu'aujourd'hui c'est entendu qu'il faille décider ça va être quoi ton métier, et puis diriger tes études en fonction. Et moi cette question elle s'est jamais posée en fait. J'écrivais et j'étais bon qu'à ça, alors je continuais d'écrire. Ensuite j'ai découvert le théâtre par les cours de théâtre, donc je me suis inscrit. Et en fait je me suis dit génial, ça va être une opportunité non seulement de jouer ce que j'écris, et en plus de rencontrer d'autres gens qui écrivent aussi. Et je me suis devenu comédien-auteur. Et comme tu dis, en fait, c'est juste une continuité de logique et en même temps, le succès, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va arriver. Mais en tout cas, en travail, mec, c'est juste le chemin, quoi. J'écrivais et puis j'ai fait, tiens, si je faisais des petites scènes ouvertes. Donc j'ai fait des scènes ouvertes. Puis on m'a dit, tiens, tu ferais pas un spectacle? J'ai fait un spectacle. Puis on m'a dit, tiens, tu viendrais pas faire une chronique là-bas? J'ai fait une chronique là-bas. Et j'ai juste suivi ma route, quoi, étape après étape, marche après marche. Et un jour, par bonheur, les gens ont trouvé ça bien. Ouais, parce que j'ai cru comprendre en plus que toi, la première fois que tu as fait une chronique radio, c'était un remplacement. Et on t'a dit, t'as pas du tout compris la radio. Oui. Oui. Et la vidéo a fait 2 millions de vues. Ouais. Donc on t'a rappelé. Je pense que j'ai pas compris la radio et c'est pour ça que ça a marché peut-être. Parce que... Mais j'aime énormément la radio qui m'a fait travailler. Enfin, en fait... je suis toujours un peu mal à l'aise à l'idée de la raconter cette anecdote parce que je vais pas du tout donner l'impression que la radio... Oui, en fait, à la base, le chroniqueur star partait en vacances et je devais remplacer pour 3 papiers, mais j'étais
j'étais le stagiaire, enfin j'avais 20 ans, j'étais pas du tout connu, j'avais 600 personnes sur ma page Facebook. Et ils font ça souvent en plus d'inviter des jeunes, tu vois, ça coûte pas cher, ils sont sympas, ils sont en plus, ça fait une opportunité de... Et ouais, j'ai fait mon petit papier de poésie. Et ça dénotait tellement dans le décor à l'époque que le présentateur a eu un coup de flip, je pense, et le patron de la chaîne a dû avoir un coup de stress. Et on m'a appelé, on m'a expliqué, on m'a dit voilà, c'est pas du tout ce qu'on attendait, t'as pas compris le rythme, t'as pas compris la couleur de la radio, ça ne marchera jamais, personne n'a envie d'écouter de la poésie le matin, donc reviens plus tard avec un texte d'humour, d'ailleurs envoie-le nous à l'avance qu'on puisse le valider. Enfin, il y avait vraiment plein de barrières, quoi, de mise en sécurité, de oula, il a fait une connerie, et je me suis senti très mal. Et je me suis dit, en vrai, c'est pas grave, j'ai fait ce qui me ressemblait pour la première fois de ma vie. C'était la première fois qu'on me laissait un média, une porte face aux gens, et qu'on m'oblige pas à faire quelque chose. Parce qu'auparavant, tout ce que j'avais fait jusqu'avant, c'était des choses un peu pour faire plaisir. On m'a dit, ah, les jeux de mots, ça te plaît bien, bah vas-y, fais-en plus. Alors j'en ai fait plus. On m'a dit, ah tiens, fais des chroniques d'humour. Ah bah ok, je fais des chroniques d'humour. C'est la première fois que quelqu'un m'a dit, tiens, l'antenne, elle est à toi, et t'écris ce que tu veux. Bon, bah on m'a défoncé. Mais bon, ils ont reposté le soir même la chronique. Et comme tu dis, en fait, on a fait 2 500 000 vues. En l'espace de quelques jours, mec, c'était à vivre. J'aimerais pouvoir le retransmettre. J'avais l'impression d'être dans un roller coaster. Tout allait beaucoup trop vite. Genre, mon téléphone faisait... Et j'avais 200 000 personnes sur ma page Facebook qui m'écrivaient des lettres. Je recevais des CV de jeunes femmes pour sortir avec moi, mec. Dinguerie, non? Il y avait des mamans, elles m'envoyaient des photos de leurs filles, genre, tu sais, en fait, d'un coup, tu te retrouves plongé dans une réalité qui est pas la celle que tu vas au supermarché avec ta maman et les gens, ils s'arrêtent, ils se prennent en photo avec toi. Et elle parlait de quoi, ta première chronique? Après ma première chronique, en fait, ça s'est fait très vite parce que ma première chronique, 2 jours plus tard, j'avais la deuxième. En fait, tu vois, ça a été une période. Donc ça a été, Mais après la première chronique, aussitôt, j'ai eu mon téléphone qui vibre sans arrêt et des messages chelous de gens qui t'adorent d'un coup. L'appel de la radio qui me dit finalement on s'est trompé, on aimerait bien t'avoir à l'année, t'es vraiment génial. Bon, c'est le jeu, tu vois. Mais ça a été... Puis pareil, des artistes francophones qui m'appellent, mec, tu sais, c'est comme dans les films, quoi. T'as fait 2 papiers et d'un coup t'as un groupe que t'écoutais quand t'étais petit qui fait salut, on aimerait bien te rencontrer pour que t'écrives nos chansons. T'es là, mais... Et est-ce que ça, justement, tout cet extérieur qui arrive vers toi, ça va réussir à combler le manque d'amour que tu n'arrives potentiellement pas à te donner? Ah ouais, non, c'est l'inverse, mec. Et ça, je l'ai compris trop tard, et je pense que tout le monde est obligé de le comprendre trop tard, parce que quand je l'entendais d'autres gens, j'y croyais pas, mais ça fait tout l'inverse, en fait, ça l'agrandit. Parce que non seulement t'es exposé aux critiques, et les critiques, tu les reçois pleine tête, alors que les compliments, ça passe toujours un peu à côté, enfin, en tout cas pour ma part. J'entends moitié les compliments. Quand les gens sont là, vraiment, c'est génial. Je me dis, à mon avis, cette personne, elle parle trop fort, quoi. Comme moi, elle va rentrer chez elle pour... c'est pas si ouf que ça. Mais... Alors que les insultes pleine tête. Et ça fait vraiment mal. Et moi, j'ai mis 1 an et demi à m'en remettre des vraies critiques. Et puis, en fait, même l'amour est violent, quoi. Je sais pas comment... J'ai peur de paraître... c'est pas pour y gâter le terme, mais de pas savoir reconnaître l'amour, quoi. Mais même l'amour, tu le vis pas bien parce que les gens t'aiment trop fort et les messages que tu reçois, ils sont trop intenses et ça te donne l'impression qu'au lieu de donner de la force, ça t'en prend. Les gens, je vous adore, vous m'avez sauvé la vie, j'allais me suicider, enfin tu sais, des trucs étaient là, waouh, c'est 3 papiers à la radio, ça me mérite pas autant de dévotion, quoi. Si vous ne répondez pas, je me donnerai la mort. Les gars, c'est trop intense, genre... T'es mon meilleur ami, appelle-moi s'il te plaît, j'ai tellement besoin de t'entendre encore, n'arrêtez surtout pas la radio. Enfin, tu sais, c'est des trucs où... calmons les enjeux, les amis, calmons les enjeux. Et au bout d'un moment, même l'amour, tu n'arrives plus à en profiter. Et justement, l'amour dont t'as besoin, je pense, c'est ton amour propre que t'as du mal à te donner. L'amour de tes proches qui ne t'en donnent plus parce qu'ils estiment que t'en reçois trop. Et ça m'est arrivé aussi, ma famille, mes amis très proches, ils m'ont dit, c'est bon là, t'en reçois assez de l'amour, on va pas non plus... En fait, non, genre l'inverse. J'ai tellement besoin que les gens qui me connaissent pour de vrai me disent bravo et me disent on est fiers de toi et repartagent mon travail. Et je sais que mes meilleurs amis, ils ont jamais repartagé mon taf. C'est pas grave, tu vois, mais en soi, c'est la fierté qui me manque, moi. Et je sais que ma petite sœur, elle avait jamais repartagé mon travail. Et c'est des choses qui me pèsent. Et quand j'en parle avec ma mère, elle m'a dit bah oui, mais en même temps, il y a tellement de gens qui t'aiment déjà. Il y a trop de gens qui t'aiment.
Et je comprends, tu vois, je comprends. Et en même temps, je me rends compte qu'à ma position, ça marche pas, l'équation n'est pas juste. Et c'est tout le dilemme des artistes, sûrement. C'est qu'on reçoit beaucoup d'amour et en même temps, je pense on se sent jamais aussi seul, quoi. Je suis pas sûr que t'aies la réponse, mais c'est quoi pour toi la clé pour apprendre à s'aimer? Je saurais. Je saurais. Tu l'as Apprendre à trouvé s'aimer. entre-temps ou pas? Bah, en fait, je pense qu'on est obligé de cohabiter avec soi-même. Et en un sens, s'aimer, ça veut pas forcément dire s'aimer tout le temps. Enfin, moi, je vois ça un peu comme le bonheur et la joie, tu vois. C'est-à-dire que le bonheur, pour moi, c'est quelque chose de diffus. Et même si t'es heureux, tu peux ressentir de la tristesse et avoir des moments de down. Mais t'es heureux, c'est juste là, ça va pas trop. Et c'est un peu la même chose avec s'aimer soi, c'est-à-dire qu'on peut s'aimer et avoir des moments où t'es pas d'accord avec toi-même, où tu te déçois, où t'es en colère, enfin. Juste l'amour de soi, c'est quelque chose de diffus. Et pour réussir à créer cette relation-là, il faut vraiment juste se dire, hey, de toute façon, on est obligé de faire de la route avec soi. On pourra pas se quitter comme les autres. Donc il faut se pardonner, quoi. Il va falloir se pardonner les défauts, il va falloir se pardonner les moments de faiblesse et s'écouter. On a, allez, avec un peu de chance, un peu moins de 100 ans à faire ensemble. Comment est-ce qu'on fait? On a tout à construire et il faut se pardonner les erreurs, se pardonner, il faut pas donner le meilleur de soi. C'est ce que j'essaye de me répéter, moi. J'essaie pas d'être nickel parfait, j'essaie juste de me dire, ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon vieux? T'as quand même une hypersensibilité qui est très présente, hein. Enfin, ça, je pense que tu le sais, on te l'a dit. Ah ouais, mais en vrai, c'est pareil, en fait, j'essaye j'essaye moi de me dire que tout le monde est hypersensible et qu'on a tous juste une manière différente de l'appréhender. Je sais que mon père, par exemple, qui pleure jamais, qui a jamais voulu pleurer devant moi, qui est assez, tu sais, à l'ancienne, un homme, quoi. Je suis sûr qu'en fait, c'est quelqu'un de très sensible. C'est juste qu'on lui a appris à pas laisser parler cette sensibilité ou alors l'exprimer différemment. Et je le sais par certains moments de fêlure, dans les vrais downs où il va pas bien, je vois l'homme trembler. Et ça me touche terriblement. Pour moi, il n'y a rien de plus fragile qu'un chêne. Enfin, les gens les plus forts sont les gens qui s'autorisent à se laisser justement transpercer par les choses et aller avec le vent. Et c'est pour ça que les gens qui se définissent comme ultra sensibles et qui arrivent à affirmer leur sensibilité dans ce monde qui est d'une brutalité sans borne, pour moi, c'est les gens les plus forts du monde. Les gens les plus sensibles, c'est les gens qui sont obligés de se cacher derrière des « Non, moi je pleure pas, je suis un homme. Non, moi, non, je pourrais pas sortir avec un... » Tu sais, il y a un truc un peu... à quel point t'es fragile là-dedans pour avoir besoin de ça. Parce qu'en vrai, moi je m'estime sensible, mais je suis prêt à me laisser vivre, quoi, porté par les sentiments que je pourrais avoir, ressentir, par les pleurer en public, c'est pas grave. Et ça, pour moi, c'est une force, à l'inverse de ce que beaucoup de gens pensent. C'est une force. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Hier. J'ai pleuré hier et j'ai pleuré avant-hier pour une raison très conne. En gros, je suis pas sûr d'avoir envie de le dire. Ouais. Comme tu le sens pas, tu le dis pas. J'aurais peur que je passe pour... Bon. En gros, j'ai été invité à un concert par ma maison de disques. En gros, j'ai signé une maison de disques là récemment et elle me permet d'accéder à certains concerts pour découvrir les artistes francophones aujourd'hui. Et j'ai été à un concert d'un artiste qui s'appelle Joseph Kamel, que je connaissais pas. À la Cigale? Exactement. T'étais là? T'as vu Cobalt? Exactement. En première partie? Oui. Ouais, bah l'épisode sort demain. Ah bah, donc, avec Cobalt. Et donc on m'invite et en fait le concert il est réparti comme ça, c'est-à-dire qu'au sommet, au balcon, en gros ils ont comme fait une sorte de balcon very important de personnes, tu vois, avec certains artistes, la maison de disques, enfin vraiment l'interne, quoi. Donc je suis invité, je m'installe et je vois qu'à un moment il y a Zazie qui s'installe à côté de moi et t'as M. Pokora qui s'installe devant moi et t'as un autre artiste et puis je vois Julien Doré et en fait t'as tellement d'artistes francophones qui font battre le cœur culturel de Paris, de France. Je vois la maison de disques Columbia à l'arrière, la présidente de la maison de disques qui vient, qui me salue. Et tout ça fait que le concert démarre. Et tu sais, M. Pokora est surtout, il me fait « Ah mec, mais j'adore ce que tu fais, mec, ça me fait trop plaisir de te rencontrer. » Et tu sais, je sais pas, je suis pris d'une émotion de me dire « Waouh, j'y suis quoi. » Enfin, plus qu'être assis sur ce siège, je suis au cœur de la guerre culturelle de mon époque. Genre les artistes qui font
la culture, Ouais. ils sont là autour de moi et j'ai ma place parmi eux et je suis pas un intrus et on me salue et on me reconnaît comme un des leurs et j'ai eu une montée de... En plus avec Joseph Kamel qui commence à chanter là, j'étais là et je me suis mis à pleurer sur mon siège discret comme ça pour pas que M. Pokora me voie, j'étais comme ça et je sais pas, je me suis senti honoré en fait, je me suis senti honoré de pouvoir prendre part au combat. C'est pas un combat, mais d'être là et d'avoir ma place et de faire battre à ma juste échelle le truc. Je me Et sens... justement, tu te sens à ta place aujourd'hui ? Bah, je me sens à ma place, oui et non, parce que je prends pas la place d'un autre. En tout cas, je suis sur mes projets, je bosse ce qui me plaît, je le propose, et puis les gens prennent ce qu'ils veulent. Je prends la place de personne, je m'invite nulle part, je bosse avec les gens qui veulent bosser avec moi, donc oui, je me sens à ma place. Et pour le coup, j'ai eu de la chance, c'est que la vie m'a permis de faire ce qui me plaisait, et de plus répondre aux attentes, et même d'avoir suffisamment sur le compte pour refuser ce qui me plaît pas. Ce qui n'a pas toujours été le cas, j'ai dû faire des choses qui me plaisaient vraiment pas, dans des rythmes qui me plaisaient pas, qui m'ont même fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, j'ai une vie où je fais les projets qui me plaisent, quoi. Et je le fais comme j'en ai envie, et je bosse avec les gens que j'aime, et c'est un truc où c'est un bonheur. Donc oui, j'estime être à ma place. Et le sentiment que j'ai le plus important pour moi, c'est d'être reconnu par mes pairs. Enfin, reconnu par mes pairs, ça veut dire par les gens que j'estime, ou même les artistes, enfin juste que quelqu'un qui fasse quelque chose que je trouve beau me regarde et me considère comme un collègue. Ça a beaucoup de valeur pour moi. Par exemple, ça m'est arrivé quand je me suis inscrit au cours Florent en classe libre à Paris. C'est une école de théâtre et je suis arrivé à Paris, tu sais, j'étais le petit Belge qui venait de la campagne et je me suis dit, waouh, je vais être en cours avec des jeunes comédiens, auteurs. Je vais être parmi les gens qui ont la même sensibilité que moi. Et j'étais impatient. Et quand je suis arrivé et que ces gens-là... pour la plupart, m'ont pas reconnu comme légitime. Tu sais, il y a une solitude où t'es là, ah putain, c'est mes frères, c'est mes sœurs, mais en fait, c'est pas mes frères et mes sœurs. Merde, je suis peut-être pas un artiste en fait, je mérite pas ce titre-là, pourquoi je trouve pas ma place dans ce groupe ? Tu te rends compte au fur et à mesure qu'en fait, bon, la culture c'est vaste, il y a plein d'artistes, de plein de sensibilités différentes. Et c'est merveilleux de rencontrer des gens dans des soirées et de boire un verre et de se dire oh putain on a bipé quoi, on a wifi, c'est merveilleux, moi j'adore. Tu sais que je viens de tilter sur un truc là qui me fait halluciner, c'est que j'ai rêvé hier que j'étais à la Cigale au concert de Joseph Kamel, sauf que j'étais derrière la scène et que j'étais triste parce que j'avais pas la bonne place. Oh non. Et tu me racontes cette anecdote et j'ai eu un flash de ce rêve où vraiment, enfin dans le rêve je le vivais mal. Et là tu me racontes ce truc où t'es à ta place, etc. Et de me dire que j'ai rêvé de la même situation, mais où je ne voyais même pas l'artiste. Ouais, et j'étais dans l'ombre. Horrible. Et c'est très bizarre. Ah ouais, horrible comme sentiment. Bon, bah, prochaine fois qu'il vient jouer, en plus il fait un Olympia bientôt, bah on y va et on trouve un siège et voilà, exactement. À côté de Zazie, j'aime beaucoup Zazie. Bah écoute, allez. Pas mal Pokora aussi. Hein. Oui, bah vraiment tous les artistes qu'il y avait, c'était ouf. Le Petit Prince a une grande place dans ta vie. Enfin, oh ouais. J'ai le sentiment. De plus en plus, j'ai la sensation moi aussi. C'est marrant, le Petit Prince c'est un bon exemple, hein. C'est-à-dire qu'à l'école on a essayé de me le faire lire et mec c'était une souffrance. Chaque page j'ai refusé de la lire. Je me rappelle j'étais non je veux pas. Et puis c'est quand j'ai eu 16-17 ans, il y a un journaliste, enfin c'était une journaliste qui a fait un article en disant le Petit Prince de l'humour. Parce qu'elle trouvait que j'étais un peu lunaire dans ce milieu de l'humour qui était très codifié stand-up et j'étais là avec mes petits sketchs. Et je me suis dit, tiens, cette référence, c'est quoi ? Et donc, j'ai relu Le Petit Prince. Je suis descendu dans le salon en larmes voir ma mère. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as pas fait lire ce livre plus tôt ? Et elle m'a regardé, on a essayé, espèce de petit ingrat. Et j'ai été bouleversé parce que ce livre est tout petit, il a aucune prétention. Et tu le termines, t'as l'impression de t'être mangé à la recherche du temps perdu. T'as un truc, c'est une leçon de vie avec des mots simples. Chaque métaphore est bouleversante. Et puis la vie de ce type, d'Antoine de Saint-Exupéry, est exemplaire. Enfin, c'est un aventurier qui a provoqué les États-Unis pour aider à la guerre. Enfin, tu sais, il y a un truc, il a été pilote, il a amené des courriers. Enfin, il y a un truc de grande admiration. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça ? J'ai pris soin de cette comparaison. J'ai été très heureux de la porter.
Et en fait, un jour, j'ai reçu un mail de la Fondation Saint-Exupéry, qui est tenue par ses descendants et puis par d'autres passionnés, qui m'ont dit « Mais qui es-tu, petit enculé ?» Non, mais pas comme ça, ils ont formulé le truc, bien sûr. Mais c'est comme ça que j'ai vécu. En mode, parce que la comparaison, en fait, ça grandissait, c'était marqué sur mon affiche, Petit Prince dans l'humour. Et voilà, j'ai reçu un mail en mode « Mais qui t'aime ça ? Pourquoi est-ce qu'on te compare à nous ?» Et on a échangé des mails, ils m'ont proposé de faire des vidéos sur l'œuvre que j'ai faite, ils sont venus voir le spectacle, et en fait, juste... Il y a eu comme on s'est dit, un bip bip. Ouais. On s'est dit, mais ça en fait, on s'aime, quoi. Et ils m'ont dit, ça te dirait qu'on fasse une sorte de collaboration ad vitam, où t'es l'ambassadeur du Petit Prince. Et je suis le seul au monde à avoir accepté ce titre, à l'avoir reçu. Donc me voilà ambassadeur du Petit Prince, donc je dois porter les valeurs du livre. Donc ça va, l'amour, la fraternité, l'humain, c'est des choses qui me plaisent. Et puis les aider pour faire vivre cette œuvre à travers le temps. Et c'est merveilleux, c'est le taf le plus merveilleux du monde. C'est quoi la citation qui te marque le plus dans ce livre ? Il y en a plein, mec. Il y en a plein. Laquelle me bouleverse le plus tu sais, en fait, j'ai envie instinctivement de te parler de la rose parce que tout le monde... Mais en fait, c'est un peu trop mainstream aujourd'hui. Putain, je commence à être un petit bâtard qui veut pas aller dans le mainstream et tout. Mais oui, tout le passage sur la rose est merveilleux. Mais moi, l'une des métaphores qui me plaît le plus, c'est pas la plus romantique, mais c'est celle de l'allumeur de réverbère. L'allumeur de réverbère, je trouve que c'est une des métaphores les plus réussies du livre. Avec ce gars qui, en fait, à qui on a demandé d'allumer le réverbère la nuit et de l'éteindre le jour. Et en fait, le problème, c'est que la planète tourne de plus en plus vite et qu'au fur et à mesure, en fait, il s'est retrouvé à devoir l'allumer, l'éteindre. Ça n'a plus aucun sens. Mais il continue de le faire parce que ça a été l'ordre. Et moi, ça me raconte beaucoup, en fait, du monde, de ce truc de les traditions. Les gens, ils sont très attachés à leurs traditions. Mais en fait, si une tradition n'a plus de sens dans le monde qui a évolué aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu t'attaches à ce point, à cette coquille vide ? Et pour moi, c'est ça, en fait. L'allumeur de réverbère, c'est quelqu'un qui fait de la tradition. Là, on l'a toujours fait comme ça. Mais oui, mais gros, tu vois bien que le monde tourne plus pareil. Arrête de l'allumer, ce pauvre réverbère. Va faire ta vie, quoi. J'ai un petit quelque chose pour toi. Waouh. D'ailleurs. Waouh. Attends. Le peignoir, le champagne. Tiens. Ok. Non, vraiment ? Ouais. Oh, mais c'est beaucoup trop chaud, fallait pas. Oh, c'est le Petit Prince. C'est trop chaud. Tu m'aurais dit, franchement, je t'aurais fait un cadeau en retour pour ça. Non, mais tu... Oh, Pépère. Le renard, Pépère. J'adore. Tu l'as pas ? Non, je l'ai pas. En tout cas, j'ai pas celui-là. Alors, parle dans le micro juste... Je l'ai pas, et pas celui-là, pardon. Oh, Pépère. En fait, hier, je faisais une petite méditation juste après avoir préparé l'interview. Et j'ai eu dans ma tête un renard qui est arrivé. Mais un renard dans les bois, hein, je veux dire pas un renard en dessin, un renard. Et j'ai pas compris pourquoi. Parce que quand j'ai préparé ton interview, à aucun moment, j'ai vu le Petit Prince. Ah, c'est vrai, ok. J'étais pas au courant du lien que j'ai appris depuis, mais sur le coup, j'étais pas au courant. Ok. Et j'ai vu un renard. Et en fait, le renard s'est transformé en ce renard. D'accord. Du Petit Prince. Incroyable. Et là, je me suis dit, pourquoi ? Et en fait, je me suis vu t'offrir ce renard, sans savoir pourquoi. Mec, c'est incroyable. Alors, j'ai tendance à suivre mes intuitions de plus en plus. De malade, là. Et je me dis, allons là-dessus. Et voilà pourquoi je te parle du Petit Prince. Mec, c'est fou. Alors, l'intuition est folle, ouais, parce que le Petit Prince a une place essentielle dans ma vie, ouais. Et puis le renard, c'est mon animal totem, quoi, c'est mon animal préféré. Ah ouais ? Ouais, c'est ce que je préfère comme animal, le renard. Peut-être aussi aidé par le Petit Prince, mais je trouve que... Enfin, au début, moi, quand j'étais petit, c'était le loup. Et ça s'est transformé en renard, parce que je trouve dans le renard une finesse que le loup n'a pas, en tout cas dans l'historique métaphore, quoi. Le renard, c'est rusé, c'est fin, c'est la réflexion, c'est beau, c'est élégant. Enfin, je sais pas, j'aime tout du renard. Ah, c'est très étonnant. J'ai beaucoup d'intuition sur les gens en ce moment avec les animaux et je sais pas pourquoi, je comprends pas. Et tu vois, ça me prouve encore que le renard c'est pas un hasard. Enfin, chez toi que. Oh bah totalement. C'est tu pas... vois, j'aurais pu avoir en tête la rose, j'aurais pu avoir le Petit Prince en lui-même. C'est un animal qui m'est venu. Et en ce moment, je vois beaucoup les animaux quand je vois des gens ou quand je fais des séances de numérologie ou autre, je vois des animaux. C'est bizarre, je comprends pas ce qui m'arrive, mais peu importe.
Bah mec, le renard dans le Petit Prince, c'est le symbole de l'amitié, donc c'est joli que tu me le donnes parce qu'on est copains. Tu es dans une pièce, enfin tu es à un repas avec Raymond DeVos, Oula. Desproges et Montaigne, de quoi vous putain. parlez? Alors ça fait déjà 3 loustiques à gérer, ça va dépendre le degré de la bouteille de vin au milieu de la table à mon avis. Parce que j'ai vu quelques interviews de Raymond DeVos où ça a l'air d'être un sacré loustique. Je sais pas bien de quoi on va parler. En fait souvent, comment dire ? En fait ça m'arrive déjà parce que je prends parfois des repas avec des artistes contemporains. Et en fait les conversations sont souvent décevantes par rapport aux fantasmes qu'on pourrait s'en faire. Avec Matt Pokora? Hélas non. Un jour peut-être. Mais non, mais je me rappelle plein de plein de moments où on s'est dit à table en plus si les gens savaient. Tu vois, le fameux si les gens savaient. Parce que c'est pas parce que les gens sont brillants dans leur domaine qu'ils sont brillants tout le temps et qu'ils sont pas très cons, quoi. Et à table, on peut avoir des conversations très connes et avoir des délires sur des proutes et tu vois. Donc je pense, enfin j'espère en fait. Bien que si on a l'honneur et la chance d'avoir un repas avec des artistes morts, tu vois, genre, tu te dis, ok, c'est un moment, il faut en profiter, dites-moi tout de votre savoir, Einstein, tout ça. Mais bon, s'ils étaient encore vivants, on serait à table, je pense que ça parlerait, tu vois, ça parlerait humain, quoi. Ça dirait, alors, il reste encore un peu de bouteille, ramène-nous un truc, dis donc, tu t'es pas fait chier hier soir à pas venir, tu vois, il y aurait vraiment... Je pense que c'était des bons vivants, il faut pas en attendre davantage. Mais si on se met... dans l'optique de ce moment est privilégié, il faut absolument qu'on en profite. Mon Dieu, je poserais tellement de questions, genre un calepin, et je balancerais des grands thèmes et des grands sujets, mais de tout, ça arrive un moment ou un autre dans la soirée. Hein. Je pense que ça démarrerait un peu léger, en mode dis donc, Jérémy, tu nous montrerais pas tes photos de vacances, et puis en fait, au bout d'un moment, avec l'alcool aidant, la mélancolie du soir qui tombe là, il y aura un truc en mode, je pense Raymond DeVos, il dirait c'est quelque chose, hein. La vie, tout ça. Et puis il y aurait Montagne à l'arrière. M'en parle pas, frérot. Puis il y aurait des proches là en train de fumer une clope. J'en peux plus. on se raconterait nos anecdotes d'amour. Je pense qu'il y aurait je provoquerais ça en tout cas. Ça arrive à tout le monde. Hein. Les soirs entre potes où la mélancolie nous prend d'un coup sur le canapé et t'as la cigarette qui meurt dans le cendrier. Il y a un truc de... c'est dur là, j'en ai gros sur la patate. Moi aussi. Donc je pense qu'il y aurait ça. J'espère. C'est quoi le sujet qui t'anime ou qui te réveille en fin de soirée, justement, quand il se fait tard et que t'as envie d'aller te coucher et tout d'un coup, il y a le sujet qui fait que tu reprends l'étincelle dans le regard et dans la parole et dans le verbe? Bah, c'est la peur de la mort, c'est la peur de mourir, enfin, c'est la peur de... Parce qu'en vrai, mourir, c'est pas grand-chose, mais ce qui t'attend derrière, c'est long, quoi. L'éternité, c'est long. Il y a un truc où j'aurais aimé que la mort soit à la hauteur de la vie, c'est-à-dire tu vis 80 balais, tu meurs 80 balais et on recommence. Mais l'idée de t'as une portion de vie et puis ensuite c'est le néant, ça, moi, la nuit, ça peut m'empêcher de dormir longtemps. Et du coup, ça me met les galops dans le ventre. J'ai envie de faire plus de choses et j'aurais peur en fait de me retrouver emprisonné dans mon corps, comme ça a pu l'être pour mon grand-père, qui était linguiste, il parlait plusieurs langues, qu'il avait appris seul, c'était un intellectuel, enfin. Et un jour, il a fait un AVC et il ne sait plus parler, même pas le français. Donc il ne sait plus écrire non plus. Et il est dans son salon et il s'ennuie. Et j'aurais peur en fait de ne pas avoir raconté tout ce que j'avais à raconter, d'avoir encore plein d'histoires à vouloir partager, de vouloir faire encore plein de voyages, de vouloir encore aimer plein d'amour et de tomber encore follement amoureux, de faire l'amour encore 1000 fois et de juste de plus avoir le temps et de plus plaire et de plus avoir l'énergie, le feu, la sève, enfin ça me terrifie quoi. Parce que c'est même pas comme si on nous offrait 80 balais en pleine forme quoi. T'as les premières années où t'es incapable et t'as les dernières années où t'es incapable et au milieu de ça il faut courir. Donc cette course. Et au début j'avais envie de vivre 1000 vies et c'est ce que j'ai essayé de faire et en fait tu t'éteins. Au bout d'un moment je me suis tué, je voulais courir partout, j'allais à tous les dîners, j'écrivais tous les textes en même temps et tu te mets en burn-out. Enfin, au bout de 2 ans je me suis retrouvé chez le psy comme ça et elle m'a dit il va falloir peut-être se reposer. Elle m'a demandé de faire un graphique en me disant à quel point quelle place prend le travail, quelle place prend la famille. En fait j'avais fait un rond avec marqué travail et je voyais plus personne, en fait j'avais plus d'amis. Et ça qui est horrible en fait, c'est que la vie est disposée de telle manière que tu as envie de dire bah ok vas-y on fonce et on fait tout ce qu'on... Mais en fait non, parce que en plus du timing qu'on te donne, il y a l'énergie qu'on te donne qui est pas infinie
Et il faut que tu arrives à dealer avec le repos, l'ennui aussi, il faut s'ennuyer pour savoir créer. La famille, les amis, recharger ça aussi. Bref, moi ce qui m'empêche de dormir, c'est ça, cette impression de ne pas vouloir passer à côté de la vie. C'est qu'une fois que ça arrive et j'ai envie de tout faire, quoi. C'est quoi le but de la vie, selon toi? Il n'y a pas de but. Enfin, il y a plusieurs buts, il y a plein de buts. Il y a tous les buts qu'on se met. Il n'y a pas un but sacré. Il y a juste de quoi tu as envie. Fonce, fais-le, là. Bouffe un peu la part de gâteau parce qu'elle n'est pas infinie, quoi. C'est juste ça. Pour moi, le but, parce que t'emportes rien en plus derrière. Tu pars même pas avec ta valise, ça aurait été merveilleux. Tu meurs, ok, bon, mais t'as ta valise de souvenirs. Et puis tu checkes les photos comme tu veux dans le néant, t'es là, bon. Ce serait merveilleux. Tu regardes ta fille, ta petite vidéo, t'es content. Là, franchement, les mecs feraient des dingueries tout le temps juste pour avoir ça en partant, quoi. Non, tu t'emportes rien, donc l'important c'est l'instant présent et c'est quel kiff tu peux prendre et qu'est-ce que tu peux construire et qu'est-ce que tu peux apporter au suivant. Parce que la vie, en fait, c'est pas une aventure solitaire. Enfin, quand ça s'arrête pour toi, ça démarre pour quelqu'un d'autre. Et moi, je retrouve un peu de ça aussi. De ce truc de j'ai envie d'apporter plein de choses, construire mes gros châteaux de sable, juste pour que ce soit fun pour les suivants. Pour qu'ils arrivent et qu'ils se disent « Waouh, c'est beau, ça, c'est qui l'a fait ?» On s'en rappelle pas, on n'arrive pas à lire le nom. C'est effacé avec le temps, c'est pas grave, c'est beau. C'est plus important pour moi que l'œuvre subsiste à l'artiste. Et en même temps, j'ai un peu peur de ça aussi. Tu vois, le mec se contredit sans arrêt. Parce qu'il me semble, en fait, tu vois, c'est ça. Enfin, c'est horrible, hein. Mais en fait, moi, mon fantasme, ce serait de créer des choses qui subsistent à moi-même. C'est-à-dire que je meurs et ça reste et ça peut servir. Et en même temps, la plupart des choses qui restent du temps passé nous encombrent et nous empêchent d'avancer, quoi. Il y a plein d'auteurs qu'on continue de citer comme si c'était des références alors qu'ils sont complètement dépassés. Et il y a certains textes qui ont certainement été merveilleux et qui le sont encore, tu vois, je pense. J'y vais à tâtons, mais les textes religieux, la Bible, etc., qui ont certainement été déterminants, mais qui aujourd'hui, dans certains passages, sont plus adaptés. Tant sur la vision de la femme, que sur la vision de l'étranger, que sur la vision de l'humain, sur la vision... Il y a trop de choses qu'il faut... Et donc c'est pour ça que je me dis en même temps, j'aimerais construire des châteaux qui restent, et moi partir, et en même temps je me dis, imagine un jour ce château, il gâche la vue à quelqu'un, tu vois. Imagine tu t'es complètement gouré, ou alors juste t'as raison maintenant, mais t'auras plus raison demain, et ça va être là dans le chemin. Tu fais quoi du con? Tu vas même pas venir le déconstruire. Et ça m'emmerderait que quelqu'un se serve de mon château pour gâcher la vue à quelqu'un d'autre. Donc je suis un peu partagé, tu vois, j'ai envie de... Et en même temps, juste avant de partir, tout brûler. Tu sais, tu rappelles tous les exemplaires que t'as vendus, tu fumes tout, et puis tu fais ciao, et tu pars. Et on ne sait plus qui t'es, il y a un trou dans les dossiers. Ce serait merveilleux aussi, je sais pas. J'ai pas encore arrêté ma pensée. Ouais, je me dis que c'est fascinant en même temps que on soit tous à passer sur cette terre depuis des milliers d'années, et qu'on laisse des petites marques, aussi petites soient-elles. C'est merveilleux et en même temps c'est effrayant parce que ce que tu donnes et lorsque tu pars ça t'appartient plus et les gens font ce qu'ils veulent avec. Et si le mec qui a inventé le briquet savait qu'on décapsule des bières avec, il se dirait putain. Non mais c'est vrai, il y a peut-être des gens qui décapsuleront des bières avec mes livres. Qui sait? Ou avec ton album. Avec l'album, avec le disque, tu sais. Oh putain les bâtards. Petite question avec des réponses rapides. Donc, ça me réussira. Ouais, bon, alors. Ouais. Donc une phrase en un mot. Ok. Allez, vas-y. T'es capable de le faire? Ouais, je suis prêt. Oser, c'est quoi pour toi en un mot? Ne pas écouter, c'est peur. Si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer? Ne pas écouter, c'est peur. Non mais fonce de toute façon. Enfin, tu risques pas grand-chose. Enfin, en vérité, le ridicule tue que les gens qui n'osent pas. Ton plus grand doute aujourd'hui? Mon plus gros doute aujourd'hui, c'est ma légitimité. Ok. Si tu pouvais prendre un talent à une personne, ça serait lequel et à qui? Oh, c'est trop dur tes questions, mec, en rapide. Une qualité à quelqu'un. J'en ai 1000 à prendre et à voler, je peux prendre tout. Genre, j'ai trop d'anxiété sociale, je pense que je volerais ça à quelqu'un. Un moment, éteins le cerveau et je m'en bats les couilles. Ouais. J'arrive pas à le faire, moi. Ta plus grande peur sur scène? Que les gens passent un mauvais moment, trahir la confiance.
Si tu ne pouvais plus jamais écrire, mais qu'il te restait un seul mot à donner au monde, ça serait quoi? Un seul mot. Même pas deux, quoi. Je peux pas me la partir sur un je t'aime et... Putain, un seul mot, pédoncule. Et puis voilà, comme ça créera le mystère. Da Vinci Code, ils seront là, putain, pourquoi il a dit pédoncule, ce bâtard? Ça veut dire quoi? Compte les lettres, compte les lettres. T'es plutôt team les mots peuvent tout ou team le silence en dit plus? Les deux. Il n'y a pas de mots sans silence et il n'y a pas de silence sans mots. Ouais, c'est horrible comme réponse, mais c'est vrai. C'est vrai. Enfin, souvent, les gens, en fait, en théâtre... Ouah, ça y est, tu vois, t'as dit réponse rapide. Allez, on y va. Non, mais souvent, en théâtre, c'est une première chose, une des premières choses qu'on nous apprend. Il n'y a pas que les mots dans un texte. Il y a aussi des silences. Et c'est souvent très important de les faire exister, donc les deux. Si tu devais te réincarner en un aliment... Ah merde. Non, c'est pas un aliment, écoutez pas. Ça serait lequel et pourquoi? Putain, un aliment, sa race, putain. Les choux de Bruxelles pour que personne me mange. Je sais pas. Non, je sais pas. Un aliment. J'ai envie d'être quoi, moi? J'ai envie d'être une tarte au citron meringuée. Parce que c'est un petit peu acidulé, c'est sucré et plein de gens m'aiment. Bon, ça va, c'était pas trop dur. Oui, ça va. Juste rapidement, je t'ai fait ta numérologie? Non. Ah oui. Ouais. Ah non, je pensais que tu me posais la question en mode t'avais une mémoire courte rapide. Et, okay. Bon, alors, il se passe des dingueries. Je suis pas du tout étonné parce qu'en fait, en objectif de vie, t'as du 7. Et le 7, c'est le sage. C'est l'archétype du grand-père, c'est l'archétype du sage. C'est celui qui a besoin de tout penser, tout comprendre, tout étudier, oui. qui réfléchit tout le temps, qui a le cerveau qui mouline constamment, qui est vu comme un extraterrestre pour les autres, qui est dans le côté intellectuel et qui peut mettre dans le côté spirituel. C'est pour ça que je te posais aussi cette question, parce qu'il y a ce côté de se poser des questions sur le monde en fait et le fonctionnement. Bon, j'allais dire, tu te reconnais là-dedans. Oui, là, on est serre d'aigle, voilà, bon. Donc c'est sûr, ouais. Je me suis dit que c'était un peu évident là-dessus. Et c'est l'autre... en fait, il y a un triangle fondamental, si tu veux, on se sert de la date de naissance. Donc là, je me suis servi de ta date de naissance, mais j'ai pas le triangle entier. Mais j'ai 2 nombres, on va dire, qui sont un peu la base que tu as besoin d'alimenter pour te sentir aligné. Donc effectivement, on voit que le 7, le côté sage qui réfléchit, qui pense, etc., bon, tu sembles le nourrir comme il faut, voire même peut-être trop, quand tu n'arrives pas à dormir la nuit. 7. Voilà. Et tu as du 4 dans ce fameux triangle, et le 4, par contre, il est carré, il est droit, il est organisé. Je vois pas de quoi tu parles. Et moi, ça me parlait pas, mais c'est ton cas? Bah, pas spécialement. Enfin, ça dépend les... Après, tu vois, ça mène toujours à interprétation, donc forcément, on a envie d'argumenter en ce sens, mais je suis pas quelqu'un de très organisé, mais je suis très carré dans mon travail. Dans tes projets. Enfin, dans mon travail. En tout cas, dans mon écriture et tout, j'aime bien avoir le bon mot, bien contrôler les choses pour que ce soit... Je suis un peu contrôle fric, mais par contre, clairement pas dans la vie. Alors là, je suis l'antithèse de l'organisation. Je déteste m'organiser. Pour te dire, en fait, souvent, pendant les tournées, je ne sais pas où je vais. Donc la plupart des artistes savent, en fait, ils ont leur ticket. Moi non, je me réveille, ah putain, je prends le train aujourd'hui, je prends un ticket, je prends un pull et un t-shirt au cas où il fait froid, au cas où il fait chaud, et je monte dans le train. Donc c'est merveilleux, moi j'adore cette vie-là. En fait, je pense, j'aurai peut-être l'occasion d'aller plus loin, mais je pense que dans ton triangle fondamental, tu as potentiellement du 7, du 4 et du 5, parce que j'ai l'impression que tu as un côté, un 5 ou un 3, qui amènerait un côté créatif, désorganisé, qui serait en contradiction avec ton 4, ou quand tu es carré, t'es un grand travers, parce que le cas de l'archétype, c'est le travail, et on a vu que ça t'a mené à un potentiel burn-out à certains moments. Ah oui. Donc, en fait, je pense que t'as un vrai 4. En fait, t'as toujours pareil, moi, la numérologie, j'aime bien, parce que c'est une palette de couleurs qui permet de mieux se comprendre. Et je connais pas toutes tes couleurs. Ah bah, écoute, si tu veux voir mes couleurs dans cette chambre d'hôtel, Nico, ok, bon... Laura, tu veux voir nos couleurs? T'en connais trop des couleurs? Et juste pour une météo de l'année, parce que je fais aussi les météos annuelles. Aujourd'hui, il va faire beau et... Tu es dans une année 7, donc on voit que le 7, c'est justement ce qui concerne l'intellectualisation quelque part. Et c'est donc une année où ce qu'on te conseillerait en énergie, c'est de remettre les choses en question, de voir ce qui fait sens dans ta vie. En fait, ça c'est l'année. Et on est en année 2025 qui est une année 9, ça sous-entend ce que tu dois faire, c'est te poser les bonnes questions, faire ce qui fait sens dans ta vie, parce que le 7 c'est le sens,
avec l'année 2025 qui est 9, et là, ce serait d'aller faire du ménage à la cave pour enlever ce qui ne te convient plus. Ah oui. Comme s'il fallait faire des choses qui font plus sens en mettant fin à des choses qui ne marchent plus. Oui, je comprends. Bah, c'est merveilleux parce que c'est totalement ce que je fais. C'est ce pourquoi d'ailleurs on recommence à faire des podcasts, des interviews et tout. C'est parce que j'ai arrêté le théâtre pour faire de la musique. Ouais. Et c'est un virage dans une vie de mettre à l'arrêt des choses qui commencent à fonctionner pour se lancer dans un secteur qu'on connaît moins et faire une nouvelle aventure. J'ai fait totalement ce que tu viens de décrire. J'ai réfléchi, regardé, fait le ménage à la cave et je me suis dit vas-y, qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire sans écouter les injonctions ? Et j'ai tout mis à l'arrêt et je suis parti sur mon album de musique. Comment on fait quand on met en arrêt justement des choses qui fonctionnent pour aller vers des choses qui font plus sens ? On éteint son cerveau et on écoute le bide. Enfin, il y a deux cerveaux, il y a le ventre et la tête. Et j'ai tendance à trop écouter la tête et j'ai écouté le bide cette fois-ci. J'avais l'impression que j'avais besoin de faire une pause au niveau du théâtre parce que j'ai été beaucoup déçu et j'ai été beaucoup malmené. Et j'ai beaucoup donné à un secteur qui m'a, je pense, peu rendu. Dans certaines proportions, je vais pas... Oh putain, mais il perd sa queue Et donc j'avais envie de... En fait, tu sais, c'est un peu ce qu'on vient de se dire, mais je me laisse porter par les choses. Et je me suis juste dit, il y a les chroniques qui marchent bien. Est-ce que, d'ailleurs, beaucoup de gens voulaient que je reste à la radio et que je devienne chroniqueur ? Et c'est pas du tout un de mes fantasmes. Et plutôt que d'écouter la tête où je me suis dit c'est un revenu constant, les gens ils aiment bien, je vais peut-être avoir plus de followers. Je me suis dit en fait je cours pas après les followers, je cours pas après l'argent, je cours après quoi ? L'épanouissement personnel, le fait d'avoir l'impression de faire des choses qui font sens. Et je me suis dit bah vas-y, comment je peux faire ? Ces textes-là ils marchent bien, j'adore les écrire. Oh tiens, si je faisais un album de musique de slam. Je suis parti, contacté compositeur, on a commencé à bosser et la magie a opéré. Enfin une maison de disques nous a signé. Et puis, comme tu viens de le dire, en fait, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de continuer d'apprendre, d'emmagasiner du savoir. Je me suis dit, bah vas-y, je fais un album de musique. Donc, si je prenais des cours de chant, j'ai commencé à prendre des cours de chant réguliers une fois par semaine. Et mes compères m'ont dit, bah vas-y, viens, on fait des refrains chantés juste pour voir ce que ça donne. Oh mec, ça rend trop bien, vas-y, viens, on fait une chanson chantée entièrement. Et en fait, me voilà vraiment en train de faire de la musique, quoi. Je fais du slam, des refrains chantés, des chansons. C'est un nouveau secteur. Mais j'ai pas l'impression de quitter le théâtre. Enfin, pour moi, c'est juste des évolutions normales d'un artiste qui a envie d'expérimenter, de vivre sa vie. On est moins dans un monde catégorisé où tout est rigide. J'ai l'impression que tout le monde se sent beaucoup plus libre d'aller et venir là où bon lui semble, tant qu'il apporte des choses qui font sens. Donc, j'ai de la chance et je suis sûr que je reviendrai un jour au théâtre. Mais là, pour le moment, j'ai très envie de vivre cette ère, cette ère musicale. On verra. Et ma question signature du podcast, qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand ? La plupart du temps, la chance que j'ai, c'est que les choses les plus grandes que j'ai osées, c'est par bêtise et naïveté. Ouais. Parce que je ne me rendais pas compte des risques. Du coup, j'ai de la chance d'être un peu bête et de juste... Genre... Toute ma carrière a démarré parce que j'ai fait la première partie d'artistes qui s'appellent les Frères Taloche quand j'avais 16 ans. Et ça s'est fait parce que je n'avais pas compris que j'avais pas le droit. Donc vraiment, c'est quelque chose d'osé. J'ai contacté les Frères Taloche qui m'ont dit ouais, t'inquiète, tu feras notre première partie un jour. Du coup, j'ai dit cool, ils ont dit oui. Donc je me suis pointé un jour à une salle et j'ai dit bonjour, je suis la première partie des Frères Taloche. Et les gens m'ont dit ah bon, on nous a pas prévenu, merde, désolé, on nous a ouvert, on m'a donné une loge, le directeur est venu me saluer et tout, bonjour. Puis je fais la première partie devant 600 personnes, j'ai jamais fait de scène, tu vois, je suis juste venu. Frère Taloche, il me croise dans les coulisses, ah bon, t'es là, bah cool. Puis je sors de scène et le directeur il m'attrape, t'es qui ? Qu'est-ce que tu fais là, du con ? Ta carrière elle est terminée avant même d'avoir commencé, t'es qui ? Non mais en fait on m'a dit oui, personne t'a dit oui, vas-y casse-toi. Je me suis défoncé. Et en fait les Frères Taloche sont venus me voir et m'ont dit mec, j'en mets ce que t'as fait. Donne ton numéro, on va te suivre de près. Puis d'être devenu mon manager, j'ai continué de faire des scènes, j'ai été repéré là-bas. Enfin, en fait, je n'avais pas compris que j'avais pas. J'ai juste osé me pointer et envoyer un message. Et c'est pareil pour la musique, j'ai osé dire j'arrête le théâtre et je tente un truc. Mais pour moi, le plus grand vertige personnel, parce que là pour le coup, je te réponds de choses humaines, c'est-à-dire vis-à-vis des autres, qu'est-ce que j'ai osé de plus grand ? Faire des projets, pas écouter les gens qui me disent continue, faire ce qui me suit mon osé personnel. C'est d'avoir embrassé la femme que j'aime, quoi.
Je pense que c'est le plus grand vertige auquel j'ai été confronté. C'est quand t'es pas sûr que c'est le moment, que c'est l'instant, il faut se jeter à l'eau, il faut lui proposer un verre. Ça, c'est ce que j'ai osé de plus grand. Hein. Elle était... Enfin, tu sais, quand t'es impressionné par la beauté de quelqu'un qui te plaît et que vous êtes là, vous discutez, il faut lui dire, écoute, voilà, tu me plais, j'aimerais bien ça... Enfin, si tu voudrais bien partager un bout de chemin avec... Voilà, ça, c'est ce que j'ai osé de plus grand. Et je vis avec elle depuis 3 ans, donc j'ai beaucoup de chance. Ça valait le coup d'oser. Ah oui, ça valait le coup d'oser 1000 fois. Puis parfois, ça marche pas et c'est pas grave, mais... Les plus grands vertiges sont les vertiges amoureux, je pense. On a beau raconter, franchement, j'ai fait cette scène-là, franchement, j'ai fait ce projet-là, mec. Rien n'est comparable au fait de dire à quelqu'un tu me plais et j'aimerais bien faire un bout de route. En fait, je trouve que c'est fascinant parce que quand on t'écoute, j'ai l'impression vraiment de voir un artiste qui, quelque part, est beaucoup plus connecté à son intuition que tu le parais ou tu le dis. En fait, je pense que tu as une connexion à toi émotionnelle qui est très forte et tu as une naïveté qui t'ouvre des portes quelque part. Et peut-être une naïveté sur la vie. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. Au contraire, c'est une qualité énorme, quoi. J'en ai totalement conscience. Pareil pour les chroniques, hein. Si elles ont marché, c'est par naïveté, t'as vu. Ils voulaient une chronique d'humour et j'avais pas compris. Du coup, je suis venu avec un poème et c'est ça qui a provoqué tout le reste. Ma chance, c'est d'être naïf. Dans plein de situations, on a fini l'interview et tout, mais ma vie professionnelle n'est jalonnée que de grands rendez-vous où j'ai été le grand naïf et j'ai fait les choses parce qu'elles me plaisaient sans comprendre que j'ai déjà bu des verres avec des gens que je trouvais infiniment sympathiques, donc je les charriais et tout. Puis juste après le rendez-vous, il me dit « Bah tiens, en fait, je suis producteur, voilà ma carte, j'ai adoré passer du temps avec toi. » Et j'aurais su qu'il était producteur, mais je serais resté carré, j'aurais pas tenté un bidi sur son bidou, tu vois, ce genre de truc. Je suis capable de le faire. Voilà. Ça me fait penser... Là, récemment, j'étais à une soirée et on me présente une dame. Et donc, bon, salut, vous allez bien? Et vous faites quoi dans la vie? Et tout le monde autour de moi me regarde en mode... Et je me dis, oh merde, j'aurais peut-être pas dû poser cette question. Donc la dame, très poliment, en plus très humblement, elle me dit, bah je suis comédienne. Je dis, ah ok, cool, sympa, j'espère que ça marche. Donc on passe la soirée, et je la charrie un peu, tu vois, on passe notre temps à se charrier sur les champagnes et tout, à se faire des blagues. Et puis à un moment, il y a un mec qui vient me voir et qui fait, écoutez, je viens vous voir parce que je trouve ça vraiment trop mignon, mais en fait, c'est la petite fille de Charlie Chaplin. Et c'est une grande comédienne. Et je fais, ah ouais. Du coup, il part. Et je réalise effectivement l'honneur que j'ai déjà de passer du temps avec cette dame, qui est grande comédienne. Et en fait, à l'issue de cette soirée, elle vient me voir, elle dit voilà, j'aimerais beaucoup que vous veniez me voir jouer, si je voulais, je lui mets une place. Donc je suis allé la voir jouer. Je lui ai donné mon livre qu'elle a lu, et elle m'a écrit un message adorable après avoir lu ce que j'ai écrit. Et juste ça, c'est, tu vois, encore une fois, acte de naïveté. Et juste, je pense que si les gens étaient plus sincères et spontanés, la vie serait plus simple. Si on arrêtait de calculer les choses. C'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que la clé dans tout ça, c'est la sincérité et l'authenticité. Oui. De ne pas parler avec son ego ou les masques que l'on porte en société. En fait, j'ai l'impression que toi, c'est ton cœur qui parle. Et oui, ton cerveau, il mouline, effectivement. Mais derrière tout ça, c'est quand tu es dans le vrai que ça fonctionne et que ça marche. Totalement. La preuve, c'est qu'on fait ce podcast parce qu'on s'est rencontrés. Et on a juste laissé parler la spontanéité, quoi. On a fait 2-3 blagues et je savais pas du tout que tu tenais un podcast et je pense que tu savais pas tellement et hop, voilà. Ouais, totalement. C'était un plaisir. Un bonheur partagé, merci pour ce cadeau merveilleux. De rien, avec grand plaisir. Salut les Troducs. C'est Jeff Panaclock mais en version c'est la version... Mais pourquoi oui? C'est la version Antoine de Saint-Exupéry. Salut les Troducs. Si on veut te retrouver, là aujourd'hui du coup, c'est plus sur Spotify, Deezer pour écouter ta musique, c'est ça le... On a sorti 3 singles sur Deezer, Spotify, Apple Music de l'album. Il y en a un qui sort dans 1 mois environ, et donc l'album sort au printemps. Et sinon, les réseaux sociaux, hein, c'est là où on se retrouve le mieux encore, TikTok, Instagram, Facebook, selon les préférences des gens. Et je lis tous les messages, je m'efforce de ça, je réponds à tous les messages au maximum, Donc Félix Radu sur toutes les plateformes. Il y en a un où je m'appelle Jérémy. C'est un truc vraiment le mec crée de la recherche. Ce serait trop marrant. Félix Radu partout sauf là où c'est Jérémy Van. Évidemment, c'est dans la description du podcast. Et franchement, j'ai envie de te dire à très bientôt pour cet album. Je suis hyper impatient de l'écouter en tout cas. C'est gentil, merci beaucoup. Merci de ce moment privilégié, merci. Désolé, je parle énormément. Non, t'inquiète. À bientôt. Salut les gens. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que, en tout cas, cet échange avec Félix Radu a pu t'inspirer à être davantage toi, à savoir dans ton hypersensibilité peut-être, ou dans ce côté je suis trop, ou je me sens pas à ma place. Finalement, c'est ça qui fera ta force. Merci d'être encore plus nombreux et nombreuses à m'écouter toutes les semaines. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide ce podcast énormément à évoluer. Je compte sur toi. Ça ne prend que 2 petites secondes. Et sur l'Instagram Osé by Nico, tu as les vidéos pépites de cette interview et bien d'autres choses que je peux partager aussi en story. Je te dis à très bientôt. Salut!